Milan Kundera est mort le 11 juillet 2023 à Paris, où il vivait depuis 1979, après avoir passé 4 ans à Rennes, qui jugeait être une ville très moche, et où il avait enseigné la littérature. Comme un autre immense écrivain tchèque avant lui, Bohumil Hrabal, il était né à Brno, je crois qu'on prononce comme ça, B-R-N-O, près de 94 ans plus tôt, donc en 1929. Exactement le 1er avril 1929. Comme si déjà Kundera tenait à faire son entrée sur scène en nous faisant une bonne blague. De là à intituler son premier roman « La plaisanterie », il n'y avait qu'un pas qu'il a allègrement franchi. Au-delà de ce premier livre, il suffit de lire les titres des suivants pour se faire une idée du sens de son œuvre. La vie est ailleurs, la valse aux adieux, risibles amours, le livre du rire et de l'oubli, sans oublier bien sûr l'insoutenable légèreté de l'être. Tous expriment un élan vers cette légèreté précisément, une exhortation au rire, à la danse, à la vie en somme. Les romans de Kundera ne sont pas réellement drôles et ne font pas dans le burlesque ou le jeu de mots, mais ils nous invitent plutôt à la distance en usant de ce qui était l'essentiel pour lui, l'ironie. L'ironie, c'est d'abord celle de Ludwig Jahn, le personnage central de La plaisanterie. Étudiant et militant communiste qui sera bientôt exclu du parti pour avoir adressé à Markéta, une étudiante qu'il désire, une carte postale contenant une plaisanterie écrite à la va-vite et sans y penser. L'optimisme est l'opium du genre humain, l'esprit sain pue la connerie, vive Trotsky. Bon, dans un pays communiste comme l'était la Tchécoslovaquie en 1967, on sait que les autorités n'étaient guère sensibles à ce genre d'humour. Le second degré n'existe pas dans un système politique autoritaire. Et prise au premier degré, cette formule qui moque uniquement l'attitude lyrique et l'esprit de sérieux de Markéta est évidemment perçue comme une trahison de la plus haute gravité, à la fois du peuple et de la Révolution. Plus exactement, ce qu'on reproche à Ludwig ayant écrit ces quelques mots, c'est de confirmer ce qui se disait déjà de lui parmi ses camarades étudiants, à savoir que sa personnalité attestait des résidus d'individualisme. Les mêmes l'accusaient d'arborer souvent des sourires qui sentaient l'intellectuel et qui pouvaient laisser penser que tous les autres étaient dans l'erreur, que la Révolution elle-même, l'esprit de l'époque, pouvait se tromper, tandis que moi, individu, pouvais avoir raison. C'est là le péché originel qui donne à la fois à comprendre la position de Kundera face à l'État d'abord. Être un individu, c'est ne pas se fondre dans la masse, dans un collectif dont on serait obligé d'admettre et d'admirer un soi-disant but commun, un projet politique aux dimensions d'une nation, d'un empire, de l'humanité tout entière. Et face à la littérature ensuite, dont la seule finalité est de faire exister l'individu à distance de toute récupération politique. Jouer de l'ironie du roman pour s'opposer et échapper à toute forme d'utopie politique. L'ironie contre l'utopie donc, parce que le discours politique, en particulier dans le cadre d'une révolution comme le fut celle du communisme au XXe siècle, tente à donner de la réalité une représentation satisfaite. Tout se déroule conformément à notre plan. Les mesures prises commencent à porter leurs fruits au-delà même de nos prévisions. Rien ne peut s'opposer à la marche en avant de notre peuple. Le discours politique dit la vérité, ou plutôt, la vérité est ce que dit le discours politique. Aussi, ce que Kundera observe dans la société totalitaire qu'est la Tchécoslovaquie dans les années 60, c'est la perte de la distinction entre vie privée et vie publique,
ou plutôt la coïncidence parfaite entre les deux. L'individu est censé être d'une parfaite transparence, n'avoir aucune intimité, être d'accord avec tout, adhérer parfaitement au projet collectif avec un enthousiasme sans faille, partager avec les autres cette forme d'euphorie lyrique dont fait preuve Marquetta dans la plaisanterie. Bref, l'individu est censé ne plus être un individu. Voilà pourquoi les romans de Kundera sont tous explicitement anti-idylliques, c'est-à-dire non pas en lutte contre la politique en général et surtout pas militant, mais en rupture avec cette forme d'enthousiasme naïf censé emporter les individus jusqu'à les amener à s'oublier en tant que tels. Et leur sens est clair, face à l'emprise que peut exercer le collectif, l'individu doit se préserver pour accéder à une identité propre. Cette perte de l'individualité se joue aussi dans nos sociétés contemporaines et incita Kundera à ne presque plus donner d'interview après celle qu'il accorda à Bernard Pivot en 1984. Lors de cet entretien dans l'émission Apostrophe, l'écrivain prononça notamment ces deux phrases. « L'indiscrétion est devenue la vertu de notre époque, l'intimité n'est plus une valeur. » C'était il y a 40 ans exactement, bien avant l'apparition des réseaux asociaux. De la visibilité de tous et pour tous, de notre goût prononcé pour la transparence absolue. Toute l'œuvre de Kundera tourne autour de ce thème, résumé dans l'autre question qu'il énonça également au cours de cet entretien. Qu'est-ce que c'est, avec l'accent, mais je ne lis pas l'accent, qu'est-ce que c'est la personnalité humaine sans l'intimité? Et c'est ici que le roman est essentiel, parce qu'il est l'instrument le plus subversif qui soit devant toute forme de pouvoir, qu'il soit politique, économique, idéologique, qui veut dissoudre l'individu. Pour comprendre cette puissance du roman, à côté des fictions de Kundera, il faut lire ses essais, et en particulier l'art du roman. Commençons par noter cette formule qui est énoncée au chapitre 5 de la première partie. Le chemin du roman se dessine comme une histoire parallèle des temps modernes. Le roman, c'est la forme littéraire et artistique emblématique de la modernité. Il n'y a de roman que par l'époque moderne, et la modernité ne peut se penser sans la référence au roman. Mais qu'est-ce que la modernité? Eh bien, c'est l'époque qui s'ouvre autour des XVIe et XVIIe siècles et qui voit se transformer radicalement le rapport des hommes au monde. Copernic fait l'hypothèse en 1543 que la Terre tourne autour du Soleil. La même année exactement, André Vézal désacralise le corps humain en donnant une description complète par l'invention de l'anatomie. Descartes découvre à partir des années 1630 la toute-puissance d'un jeu qui pense par lui-même et qui se donne ses propres instruments de certitude. Et Galilée comprend et démontre que la nature obéit à des lois mathématiques. En somme, le monde n'est plus la propriété d'un Dieu dont la vérité avec un grand V devrait s'imposer à tous de manière uniforme et indiscutable. Il sombre dans le domaine des hommes, ou il tombe, dans le domaine des hommes qui découvrent en chacun d'eux le pouvoir de s'interroger et de le comprendre par ses propres moyens. La vérité n'est plus révélée, elle est ce que l'individu est en capacité de chercher par lui-même et ce par quoi il peut se définir en propre. À côté de la science et de la philosophie, la littérature aussi inventa l'individu et entra dans la modernité tout en participant ainsi à la produire. Cela eut lieu, selon Kundera, avec le Don Quichotte de Cervantes. Don Quichotte, en l'absence du juge suprême, je lis une partie de l'art du roman,
Don Quichotte, en l'absence du juge suprême, apparut subitement dans une redoutable ambiguïté. L'unique vérité divine se décomposa en centaines de vérités relatives que les hommes se partagèrent. Ainsi le monde des temps modernes naquit et le roman, son image et modèle, avec lui. Ce qui caractérise donc le périple de Don Quichotte, c'est de se confronter à un monde de vérités relatives. Le roman n'est pas le lieu de la vérité, mais du questionnement de la vérité, de la confrontation de vérités multiples qui prennent forme dans la diversité des personnages. Un roman dont vous sortez avec des réponses ou qui vous conforte dans ce que vous pensiez déjà manque à sa fonction. Un roman doit vous mettre en danger ou du moins vous faire vaciller dans vos certitudes, comme Don Quichotte au cours de ses aventures, jusqu'à devoir assumer de vous confronter, selon la belle formule de Kundera, à la sagesse de l'incertitude. Le roman, par son acte de naissance même, n'est pas censé nous divertir, nous distraire, c'est-à-dire au sens premier du mot, nous séparer du monde dans lequel nous vivons. Rien à voir, si l'on veut, avec les romans de la feel-good littérature, qui ont plus à voir avec le feel-good qu'avec la littérature. Un roman, au plein sens du terme, nous ramène au monde en enrichissant le rapport que nous avons avec lui. Ce qui ne signifie pas, notez bien, que nous le comprenons mieux. Kundera encore, l'esprit du roman est l'esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur « les choses sont plus compliquées que tu ne le penses ». C'est la vérité éternelle du roman, mais qui se fait de moins en moins entendre dans le vacarme des réponses simples et rapides qui précèdent la question et l'excluent. Nous vivons donc de plus en plus, le déplorait Kundera, dans une époque de vacarme, où les réponses simples sont plus importantes que les questions, plus importantes même que le pouvoir de se questionner. Parmi les discours qui tentent à simplifier la réalité, les plus dangereux sont ceux qui portent un projet collectif en tant qu'il requiert un élan de masse uniforme, sans contestation possible. Encore une fois, Kundera ne condamne pas la politique, la religion ou le libéralisme en eux-mêmes, mais l'adhésion totale à leur démarche, l'oubli de soi dans l'acceptation d'un discours et d'un mode de vie que l'individu est censé faire sien en oubliant d'être un individu. C'est-à-dire un être capable de penser par lui-même, d'aimer ou non qui il veut selon des motifs personnels, voire de faire de l'humour au second degré. Dans l'art du roman encore, il faut lire l'extraordinaire entretien entre Kundera et Christian Salmon, journaliste à Libération, dans lequel Kundera explique ce qui, dans le roman, donne cette distance au lecteur grâce à laquelle il est armé pour se préserver en tant qu'individu. Et en particulier, le rapport aux personnages, dont on a trop vite fait de croire qu'on peut s'identifier à eux, comme s'il s'agissait, en lisant un roman par exemple, de se prendre pour Emma Bovary ou pour Raskolnikov, l'étudiant assassin dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. Kundera explique « Le personnage n'est pas une simulation d'un être vivant, c'est un être imaginaire. La distinction est essentielle et elle est exigeante si l'on veut la comprendre dans toute sa subtilité. Comme il le précise plus loin, à la différence de l'historien qui nous raconte des événements qui ont eu lieu, Dostoïevski nous parle d'un crime qui n'a jamais existé. Ou bien, eût-il existé, le romancier ne nous le restitue pas comme il le ferait dans un reportage. Même si Emma Bovary a été inspirée d'une femme dont Flaubert avait appris le suicide dans le journal, l'écrivain a bien inventé un personnage de roman avec tout ce que cela implique. Le roman n'examine pas la réalité, mais l'existence. Et l'existence n'est pas ce qui s'est passé.
L'existence est le champ des possibilités humaines, tout ce que l'homme peut devenir, tout ce dont il est capable. Les romanciers dessinent la carte de l'existence en découvrant telle ou telle possibilité humaine. Un personnage de roman n'est pas un être vivant comme moi, et il n'a pas d'autre réalité qu'à l'intérieur du roman que je suis en train de lire. Même s'il a été inspiré par un être ayant vécu ou vivant réellement. Il est pour moi ce que Kundera appelle un ego expérimental. Autrement dit, un moi que je peux endosser le temps de la lecture, ou à l'inverse, dans lequel je peux me couler pour faire une expérience. La littérature, le roman, ne sont donc autre chose que des explorations des possibilités humaines. Les romanciers ne disent pas le monde, ils explorent ce que c'est d'être un être humain dans le monde. Et ils donnent ainsi au lecteur les outils par lesquels il pourra enrichir son propre être au monde. L'entretien avec Salmon s'ouvre d'ailleurs par ces mots « Tous les romans de tous les temps se penchent sur l'énigme du moi. Dès que vous créez un être imaginaire, un personnage, vous êtes automatiquement confronté à la question « Qu'est-ce que le moi ?» Par quoi le moi peut-il être saisi ? C'est une de ces questions fondamentales sur lesquelles le roman en tant que tel est fondé. On comprend en quoi la littérature peut être jugée subversive parce qu'en s'intéressant au moi dans le roman à travers les personnages de fiction, elle donne au lecteur de quoi enrichir la représentation qu'il a du sien. Par sa lecture, ce n'est pas qu'il renforce son propre moi par le sentiment d'être un individu unique et singulier, il l'ouvre et l'enrichit en découvrant en lui-même une infinité d'expériences possibles du monde. Si la littérature est subversive, c'est parce qu'en s'adressant à l'individu, elle inverse le rapport que les discours politiques ou religieux ou idéologiques recherchent. Ce n'est plus l'individu qui se fond dans la masse en oubliant d'être un individu, c'est la diversité infinie de l'expérience humaine qui, explorée en son sein par l'individu, l'enrichit infiniment dans la singularité de sa vie propre. Qu'il me soit permis pour terminer d'évoquer un autre grand écrivain contemporain qui fut l'ami de Kundera et qui s'interrogea également tout au long de son œuvre sur ce que c'est qu'un roman et sur ce que c'est qu'être un moi. Je veux parler évidemment de Philippe Roth. Chez ces deux auteurs, la question de l'identité est centrale, mais n'est traitée que pour la sauver des carcans collectifs où on l'enferme généralement. On sait que l'un des procédés les plus utilisés par Philippe Roth fut de se donner des doubles littéraires. Dans tous ses romans, par exemple, David Kepes, Peter Tarnopol et Nathan Zuckerman, tous les trois écrivains et alter ego de Philippe Roth lui-même. Dans l'un de ses romans les plus brillants, Opération Shylock, Roth est même allé jusqu'à écrire l'histoire d'un type se faisant appeler Philippe Roth et qui se fait passer pour le vrai Philippe Roth, autre personnage du roman, écrit par Philippe Roth. Au-delà de ces procédés sophistiqués, tous les romans de Philippe Roth interrogent le moi et poussent à rejeter toute forme d'assignation qui, loin de donner du contenu à notre identité, ne font que la dissoudre dans ce qu'elle est censée avoir d'unique. Dans La Tâche, par exemple, Roth met en scène un professeur d'université, Coleman Silk, qui est poussé à la démission après avoir été accusé de tenir des propos racistes envers deux de ses étudiants, alors même que nul ne sait rien de sa propre identité à lui. Je vous invite à aller voir par vous-même. C'est un roman absolument génial. On retrouve la même problématique chez Philippe Roth et chez Milan Kundera. Même les courants de pensée qui visent
à nous émanciper des idéologies ambiantes, qu'on pense par exemple au wokisme, démarche essentielle née de Martin Luther King, mais dont on peut voir assez régulièrement un certain nombre de dérives, notamment aux États-Unis. Donc, tous ces courants de pensée qui nous enferment en réalité dans des schémas de pensée simplificateurs et des lectures grossières du monde où l'individu trouvera des réponses, mais sans avoir pensé par lui-même. D'où le dépit exprimé par Philippe Roth sur la baisse du nombre de lecteurs sérieux de romans, c'est son expression, qui cherchent avant tout des moyens de se distraire plutôt que des outils pour s'interroger. Roth, à qui on demanda à plusieurs reprises s'il se considérait comme un écrivain juif américain, et qui donnait toujours la même réponse, en plus de l'écrire même dans ses livres, « Je suis un écrivain américain tout court ». Mais sur ce point, le dernier mot revient incontestablement à Kundera lui-même. Dans un passage d'un autre livre d'essais qui s'intitule « Les Testaments trahis », Kundera imagine une interview dans laquelle il poserait lui-même les questions avant de donner les réponses. Cela sonne comme une protestation de modestie, vous allez voir, à moins qu'on y entende la revendication de la chose la plus noble qui soit. Vous êtes communiste, monsieur Kundera ? Non, je suis romancier. Vous êtes dissident ? Non, je suis romancier. Vous êtes de gauche ou de droite ? Ni l'un ni l'autre. Je suis romancier. Merci de votre attention.